continuons ce 50e épisode avec les Islanders de New York qui ont eu évidemment tout un repêchage en 2025. Ils se sont fait donner par le Canadien de Montréal le 16e choix au repêchage ainsi que le 17e choix au repêchage. Et ils avaient évidemment le premier choix overall. Ils ont repêché Matthew Schaefer, qui va être potentiellement un défenseur vraiment étoile dans la ligue. Vraiment hâte de voir ce que Schaefer va amener dans la ligue. Et en 16e position, ils ont obtenu Victor Eklund. Et en 17e, ils ont eu Koshan Aitchison. Vraiment hâte de voir ce que les Islanders vont pouvoir amener dans les prochaines saisons. Avec vraiment un core qui risque d'être vraiment intéressant. Évidemment, il y a eu la transaction qui a amené Noah Dobson à Montréal. Pour les signatures, ils ont quand même été assez actifs. Ils ont premièrement signé Alexander Romanov pour un autre 8 ans à 6,25 millions par année. Ils sont allés chercher aussi Tony DeAngelo 1 an à 1,75 millions. Ethan Bear pour un très léger contrat de 775 000 pour 1 an. David Rittick pour 1 an à 1 million. Et la meilleure signature, c'est Jonathan Drouin pour 2 ans à 4 millions par année. Drouin qui peut amener sa touche. Ça n'a pas toujours été facile avec le Canadien. Ça a été quand même assez efficace aux côtés de Nathan MacKinnon à Colorado. Mais je trouve qu'il peut vraiment amener du sien avec les Islanders qui ont quand même une bonne puissance offensive. Donc ça fait le tour vraiment pour les Islanders. Encore une fois, très hâte de voir ce que cette équipe-là va pouvoir amener. Une équipe qui, pour moi, dans la saison qui s'en vient, va être une équipe à surveiller. Allons-y avec l'autre New York, les Rangers. Donc évidemment, à la dernière heure, c'est K'Andre Miller qui a été amené aux Hurricanes de la Caroline et qui a aussi signé un contrat de 7,5 millions comme on a mentionné tout à l'heure. Et aussi l'échange de Chris Kreider qui a été amené vers les Ducks. C'est pas mal, on les a déjà nommés, c'est pas mal ce qu'il y avait à dire pour les échanges considérant les Rangers qui, pour moi, va être une équipe en difficulté peut-être dans les prochaines saisons, ça c'est à voir. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment des Rangers de New York considérant la saison de déboire qu'on a eue? Moi je pense encore que, à part le fait d'avoir amené JT Miller, de ramener JT Miller en fait dans l'organisation, je pense que comme un peu les Bruins ont fait, Chris Drury est en train vraiment de vider l'équipe. Puis je pense que ça va faire très mal dans les prochaines années. Oui, on a encore Shesterkin, on a encore Zibanejad, on a encore Panarin, mais ça va être très difficile avec tous les départs des joueurs qui sont maintenant dans d'autres formations. Ça va être difficile d'avoir des performances quotidienne, je dirais, du côté des Rangers tout au long d'une saison de 82 matchs qui va se transformer bientôt en saison de 84 matchs avec la nouvelle convention collective. Donc je pense que ça va être très difficile pour les Rangers au fur et à mesure que les saisons vont avancer. D'après moi, pour les Rangers, comme Étienne a dit un peu, ça va être très difficile. Il y a beaucoup de changements dans l'équipe, oui, Zibanejad, etc. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de changements. Donc d'après moi, les Rangers vont aller vers une reconstruction. Oui, Shesterkin il est encore là, c'est un bon gardien, etc. Mais je veux dire, l'équipe en tant que telle est toute nouveau. Donc, d'après moi, là, c'est la reconstruction. Évidemment, pour les signatures, on a conservé Will Cooley, qui a vraiment été un joueur très efficace avec l'équipe, un très jeune joueur avec beaucoup de robustesse dans son jeu. Donc, on l'a signé à 2 ans pour 3,9 millions par année. Évidemment, la signature de K'Andre Miller. Mais une des signatures les plus importantes de la journée pour moi, c'est la signature 7 ans, 7 millions par année pour Vladislav Gavrikov, qui était un des défenseurs les plus voulus dans le marché des joueurs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez que ça va amener au sein de l'équipe? Moi, je pense que c'est une bonne acquisition. Gavrikov, qui est un défenseur extrêmement défensif, va prendre la place vraisemblablement de K'Andre Miller, qui maintenant est passé aux Hurricanes. Mais le seul problème que j'ai, je pense que le 7 ans, ça va. C'est vraiment le 7 millions par année. Je pense que Gavrikov ne vaut pas 7 millions par année. Je pense que les Rangers ont surpayé vraiment le défenseur. C'est bon pour lui.
Lui, il a eu ce qu'il voulait, mais je pense que c'est un montant un peu élevé pour Gavrikov. Va falloir qu'il fasse ses preuves maintenant, parce qu'être payé 7 millions par saison, va falloir que tu donnes et tu livres la marchandise, surtout avec les Rangers de New York, surtout aussi après toutes les transactions qui ont été conclues durant les derniers mois. Allons-y maintenant avec les Sénateurs d'Ottawa pour les échanges. Un échange vraiment mentionné. Ils ont fait l'acquisition de Jordan Spence, le jeune défenseur de 24 ans, pour donner aux Kings de Los Angeles un choix de 3e ronde dans le dernier repêchage de 2025 et un choix de 6e ronde en 2026. C'est vraiment côté signature vraiment que Ottawa a quand même été assez actif durant, disons, la dernière semaine. Ils ont prolongé avec Fabian Zetterlund 3 ans à 4,275 millions par année. On donne une autre année de contrat à Claude Giroux pour 1 an à 2 millions par année. Claude Giroux quand même 37 ans, peut-être sa dernière saison. Voyons comment les choses vont aller pour le joueur. Nick Cousins, lui, re-signe avec Ottawa pour une autre saison. 1 an à 825 000 par année. C'est ce qu'il vaut pour moi, Nick Cousins. Et on a aussi Larceller pour 1 an à 1,25 millions par année. Donc, on est allé chercher quand même des joueurs de soutien. On a gardé 2 bons joueurs de centre en Larceller et Claude Giroux. Et on a amené aussi Fabian Zetterlund. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment d'Ottawa en tant qu'équipe? Potentiellement contender pour les séries. On voit comment ça a été face aux Leafs pendant les dernières séries. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'équipe en général? Moi, je pense que c'est bien. Je pense qu'avec ce qu'on a vu l'an dernier, on voit que les Sénateurs ont enfin, selon moi, passé à une autre étape de leur développement. Je pense que c'est maintenant rendu une équipe qui peut aspirer à faire les séries à chaque saison. Donc, je pense vraiment que ce qu'on est allé chercher sur le marché des joueurs aujourd'hui en Lars Eller, en ramenant Nick Cousins, en re-signant Claude Giroux et Fabian Zetterlund le 29 et le 19 juin, je pense que vraiment, ça nous montre que on a une équipe qui est maintenant prête vraiment à se battre à chaque saison pour les séries. On avait besoin d'amener un peu d'expérience et de profondeur. On l'a fait en Lars Eller. Donc, je pense vraiment qu'on a une équipe assez bien structurée du côté d'Ottawa. Je pense que vraiment, ça va être encore une fois une équipe qui va être intéressante à voir cette saison, un peu comme ils ont été la saison dernière. Ils ont surpris la saison dernière en étant quand même assez efficaces tout au long de la saison, même se rendre en série. Ça a été plus dur contre les Leafs. Mais je pense qu'on a une équipe qui peut prétendre à faire les séries encore une fois cette saison. Puis ça reste à eux à démontrer qu'ils sont vraiment prêts à être une équipe puissante dans la ligue. Moi, je trouve qu'Ottawa, là, c'est une équipe pas pire. Je trouve que l'alignement est correct. S'ils ont réussi à faire les séries en plus cette saison, moi, je trouve que c'est une équipe pas pire. Il y a Brady Tkachuk qui est là, etc. Donc, pour moi, comme Étienne a dit, d'après moi, c'est une équipe qui va s'essayer à aller en série chaque saison et même peut-être même réussir. Donc, pour moi, Ottawa, pas beaucoup de changements à faire. Une très bonne équipe. Allons-y maintenant avec les Flyers de Philadelphie. Évidemment, on a mentionné plus tôt l'échange qui a amené Trevor Zegras au sein de l'équipe des Flyers et les Ducks, ceux qui avaient eu Ryan Poehling, un choix de 2e tour en 2025, le choix de 4e tour en 2026 et qui ont quand même été assez occupés. Donc, on est allé chercher Christian Dvorak des Canadiens, qui n'était plus sous contrat, pour 1 an. Et parlons de ce contrat-là, 5,4 millions pour Christian Dvorak. Il avait fait des très belles choses en fin de saison avec vraiment le 3e trio de Dvorak, Gallagher et Josh Anderson. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu surpayé pour Dvorak? Moi, je trouve que c'est extrêmement surpayé. De plus que c'est la première transaction qui a été complétée aujourd'hui à l'ouverture à midi. Donc, je pense que à cause de cette transaction-là, signature, vraiment, le montant pour seulement 1 an
ça a vraiment montré que, encore une fois, on allait surpayer beaucoup de joueurs en ce début de marché des joueurs autonomes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quelques joueurs, dont Granlund, qui ont attendu jusqu'à la fin de la journée pour signer. Et Nikolai Ehlers, lui, a toujours pas signé encore. Donc vraiment, c'est selon moi une des raisons pourquoi Ehlers n'a pas encore signé. C'est ce contrat-là, 5,4 millions pour 1 an, pour un joueur qui, de troisième trio, qui joue extrêmement bien défensivement, très bon sur les mises en jeu, mais offensivement, apporte pas beaucoup de choses. On l'a vu avec le Canadien dans les dernières années. Je pense que c'est extrêmement surpayé. Puis je pense que vraiment pour Dvorak, c'est bien pour le joueur, ça c'est sûr, d'avoir été autant payé pour juste 1 an. Mais je pense que du côté des Flyers, on a voulu amener Dvorak, même s'il a juste 29 ans, pour son expérience, pour aider les jeunes joueurs justement à continuer le développement. J'ai pas l'impression que Dvorak va rester là pour très longtemps. Il y a juste 1 an à son contrat ici. Puis je pense pas qu'après cette saison, il va être en mesure de rester avec les Flyers. Parce que dans la direction où les Flyers vont, j'ai pas l'impression que Dvorak a sa place avec eux. Moi aussi, je trouve qu'il est un peu surpayé. D'après moi, oui, c'est un bon joueur, troisième trio, mais comme Étienne a dit, il amène pas grand-chose. Oui, quelques buts, quelques points. Mais je veux dire, moi, je pense qu'ils l'ont signé autant parce qu'ils rentrent dans une équipe en reconstruction. Donc, ils l'ont sûrement beaucoup payé pour voir comment il va être. Peut-être le signer encore après. Ou peut-être qu'ils vont le laisser aller. On le sait pas, mais je veux dire, oui, il est surpayé. Mais moi, je pense parce qu'il embarque dans une équipe qui est en reconstruction. Donc, d'après moi, les Flyers veulent qu'il guide un peu l'équipe parce qu'il a 29 ans, c'est pas vieux. C'est pas jeune non plus, donc il a un peu d'expérience, disons. Fait que moi, je pense qu'il aide l'équipe à aller mieux. Et pour une autre signature importante à mentionner, c'est Dan Vladar qui prend le chemin des Flyers pour 2 ans à 3,35 millions. Donc un bon gardien de but, un bon deuxième potentiellement, qui peut peut-être devenir un numéro 1 au sein de l'équipe. Donc ça va être intéressant de voir les Flyers, comment ça va aller, particulièrement avec Trevor Zegras maintenant de leur côté. Allons-y maintenant avec les Penguins de Pittsburgh. Et honnêtement, pas grand-chose à parler pour les Penguins de Pittsburgh. On a parlé précédemment de la transaction qui a amené Connor Clifton avec les Penguins en retour de Isaac Béliveau et Connor Timmins pour les Sabres de Buffalo. Mais côté signature, encore une fois, les Penguins, on le sait tous que c'est une équipe extrêmement vieillissante, mais vraiment pas grand-chose à dire pour les Penguins. On allait chercher quelques joueurs pour, disons, rajeunir la moyenne, si on veut. On allait chercher Parker Wotherspoon pour 2 ans à 1 million par année. Philippe Tomasino, lui, 1 an, 1,75 millions pour l'année. Connor Dewar à 1,1 million pour son contrat de 1 an. Justin Brazeau, lui, 2 ans pour 1,5 million. Et on est aussi allé signer Caleb Jones pour 2 ans à 900 000 par année. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plan de match ou le plan d'attaque pour les Penguins de Pittsburgh dans, disons, les prochaines années? Bonne question. Moi, j'ai l'impression, encore une fois, c'est une équipe comme les Bruins qui ont beaucoup de difficultés. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop où ils s'en vont. Kyle Dubas, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore très sûr du chemin qu'il va prendre. On vieillit beaucoup du côté des Penguins. Erik Karlsson coûte cher. C'est difficile. Donc vraiment, c'est compliqué du côté des Penguins. Je suis déçu encore une fois. Un peu comme les Oilers ou les Sabres aujourd'hui. On n'a pas vraiment bougé. Alors qu'on aurait dû bouger. Autant en signant des joueurs qu'en échangeant certains joueurs. La seule chose qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'échanger le gardien Alex Nedeljkovic aux Sharks de San Jose en retour d'un choix de 3e ronde en 2028. C'est un peu surprenant, selon moi. Nedeljkovic qui avait quand même de bonnes stats avec les Penguins. C'est Tristan Jarry, selon moi, qui aurait dû quitter le navire, mais j'ai l'impression qu'avec son contrat, c'est un peu difficile. Joel Blomqvist va sûrement avoir la chance d'être le gardien numéro 2 maintenant des Penguins, ce qui est bien pour lui. Nedeljkovic, malheureusement pour lui, s'en va avec une équipe où c'est quand même assez compliqué. Une équipe qui n'a pas bougé non plus. Une équipe qui n'a pas bougé. 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 Une équipe qui n'a pas bo
beaucoup aujourd'hui, si ce n'est que aucunement. Donc, ça va être quand même assez malheureux pour Nedeljkovic. On verra bien ce que ça va donner. Les Sharks qui avaient quand même besoin d'un gardien. Askarov n'est pas encore prêt vraiment à faire le saut ou fera le saut cette saison. Donc, peut-être que Nedeljkovic sera le deuxième parce qu'on sait que Georgiev n'est plus maintenant avec les Sharks, lui qui était agent libre et qui n'a toujours pas trouvé preneur d'ailleurs cette saison dans la Ligue nationale depuis l'ouverture du marché à midi. Donc, nous verrons bien ce que Nedeljkovic va réussir à faire avec les Sharks. Allons-y maintenant avec les Sharks de San Jose. On a parlé évidemment de l'échange qui a amené Alex Nedeljkovic aux Sharks. C'est les Penguins de Pittsburgh, eux, qui ont reçu un choix de 3e tour en 2028. Et dans ce qui est des Sharks, on a été quelque peu actifs sur le marché. On est allé chercher quelques joueurs pour soutenir une équipe qui est en pleine reconstruction, notamment avec des gars comme Macklin Celebrini et Will Smith. Donc on a signé William Eklund 3 ans pour 5,6 millions par année, Colin White pour 1 an à 775 000, Philippe Koroshev, lui, 1 an à 1,2 millions. On a allé signer le vétéran John Klingberg, qui a lui d'ailleurs aussi perdu en finale de la Coupe Stanley avec les Oilers. Donc on l'a signé pour 4 millions. Il a retrouvé un peu son jeu défensif, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut amener pour une équipe qui a nécessairement besoin de support en défense par notamment des vétérans du style de Klingberg, qui est un défenseur très défensif. Et on est aussi allé chercher Adam Gaudette pour 2 ans, 2 millions par année. Qu'est-ce que vous pensez du plan de match des Sharks de San Jose depuis qu'on allait chercher Celebrini, Will Smith et tous ces jeunes joueurs du futur? Moi, je pense que ça s'en va dans une bonne direction pour les Sharks. C'est sûr que ça va prendre du temps. C'est un peu comme les Blackhawks. Ça va être un peu plus long que la moyenne, j'ai l'impression, parce que on a beaucoup plus de jeunes joueurs que de vétérans. Mais là, on a amené quelques joueurs vétérans dans cette première journée de joueurs autonomes qui vont aider. Surtout Klingberg en défense, ça va aider. Depuis qu'on a officiellement confirmé le départ de Marc-Édouard Vlasic, donc ça va aider un peu en défensive. Colin White qui peut aider aussi. Adam Gaudette qui est un bon marqueur. Il faut juste qu'il soit plus constant. Donc je pense que ça peut aider les plus jeunes des Sharks. Puis vraiment, je pense qu'on va aller vraiment saison par saison du côté des Sharks pour l'instant, jusqu'à temps qu'on ait une équipe vraiment qui soit une équipe dans le sens un peu d'Ottawa, qui ont fini leur développement, qui sont maintenant rendus une équipe de séries éliminatoires. Pour moi, les Sharks, honnêtement, c'est pas si pire. Je trouve qu'ils vont être meilleurs la saison prochaine avec Celebrini, Will Smith. Là, ils ont Colin White, etc. Donc, pour moi, je trouve, comme Étienne a dit, ça va vraiment aller saison par saison. Déjà, je trouve que l'équipe a beaucoup l'air mieux avec Nedeljkovic en plus comme gardien de but qui est pas si pire. Donc, d'après moi, ça va être beaucoup mieux cette saison qui s'en vient. Donc, d'après moi, ils se débrouillent bien, mais ça va encore être un peu difficile. Ils vont encore être en reconstruction. Allons-y maintenant avec le Kraken de Seattle, qui ont été plus actifs dans le mois de juin avec des échanges du style de celui qui a amené Mason Marchment dans l'équipe. On a échangé Burakovsky pour aller chercher Veleno, mais on a racheté son contrat, notamment pour se donner de la place sur la masse salariale. Et évidemment, on a parlé plus tôt de l'échange qui a amené Frederick Gaudreau, qui peut être une bonne chose, un bon joueur peut-être de 3e trio au centre parmi le Kraken. Et on a eu ça quand même assez gratuitement, si on veut, pour un choix de 4e tour au dernier repêchage de 2025. Sinon, pour le Kraken, on a échangé des choix au repêchage. Pas très actif, notamment sur le marché des joueurs autonomes. On allait chercher Ryan Lindgren pour 4 ans, 4,5 millions par année. Et le gardien de but, Matt Murray, pour 1 an à 1 million. Qu'est-ce que vous pensez du Kraken? Oui, à la première saison ou la deuxième, on était allé en série, on est allé sortir Colorado en 7 matchs. C'est quoi le plan de match maintenant que les saisons sont un peu plus robustes pour le Kraken? Moi, je pense que on s'en va dans une bonne position du côté du Kraken, j'ai l'impression. Il faut se rappeler, on est allé chercher l'an dernier Capo Caco. Là, avec l'arrivée de Ryan Lindgren,
27 ans quand même, 4 ans, son contrat. Je pense que c'est une bonne acquisition à la ligne bleue. C'est pas le meilleur défenseur défensif, mais je pense que ça peut vraiment aider le Kraken. On a des joueurs comme Gaudreau maintenant. On a perdu Burakovsky, mais quand même, je pense que ça va être une meilleure saison pour le Kraken. On s'est malheureusement débarrassé de Dan Bylsma déjà, donc il y aura un nouvel entraîneur. Mais je pense que ça peut être intéressant pour le Kraken avec l'arrivée de Lindgren. Puis Matt Murray, lui, va sûrement seconder le gardien de but numéro 1 là-bas. Peut-être essayer de relancer aussi sa carrière un peu, qui avec Toronto a été quand même assez compliqué. Donc je pense que c'est deux bonnes acquisitions. Murray à 1 million sur un an, je pense que c'est quand même relativement correct. Puis Lindgren à 4,5 millions, je pense que c'est quand même assez excellent aussi. Il faudra juste qu'il livre la marchandise maintenant du côté de la défensive du Kraken. Moi, je trouve que c'est très bien aussi. Matt Murray était pas si pire. Oui, Toronto, c'est un peu difficile, mais je trouve que qu'il va appuyer de court, c'est vraiment pas si pire. Je trouve qu'il va jouer un peu plus aussi, donc ça va beaucoup l'aider. Et de Ryan Lindgren aussi, c'est très bien, un bon défenseur qui va appuyer l'équipe. Donc, d'après moi, des très belles acquisitions aujourd'hui. Le Kraken va dans la bonne direction. Allons-y maintenant avec les Blues qui ont été très silencieux, notamment dans les derniers mois. Donc, une seule transaction, celle qui a amené Zachary Bolduc à Montréal en échange de Logan Mailloux. On ne sait jamais si ça pourrait être un vol. Logan Mailloux pourrait devenir un défenseur vraiment superbe avec les Blues. Bien développé, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voir si Logan Mailloux, lui qui est à sa dernière année de contrat à 875 000, je pense qu'il va être agent libre. Je suis pas sûr si c'est avec restriction. C'est avec restriction, je confirme. Donc, on verra si les Blues veulent le garder dans l'équipe. Pour ce qui est des signatures, il y en a eu 2 aujourd'hui. Nick Bjugstad, lui, qui a été signé 2 ans à 1,75 millions par année. Et Matt Luff, lui, 1 an, 775 000. On avait signé Joel Offer, leur deuxième gardien de but, 2 ans, à 3,4 millions par année. Sinon, c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire, honnêtement, sur les Blues de Saint-Louis. Silencieux, mais avec une équipe qui s'est quand même rendue en série, qui a eu toute une saison régulière, d'ailleurs, il faut le mentionner. Donc, vraiment, l'avenir, notamment avec Jim Montgomery, comme coach, c'est vraiment un signe d'un avenir quand même assez prometteur avec une équipe des Blues qui est vraiment bien stackée en tant qu'équipe. Allons-y maintenant avec le Lightning de Tampa Bay. Donc eux qui, pour une deuxième année consécutive, se sont fait complètement chavirer, je dirais, par les Panthers de la Floride en série éliminatoire. Vraiment une domination pure et dure, encore une fois, par les maintenant 2 fois champions de la Coupe Stanley. Donc récemment, c'est le 28 juin, on a échangé des choix au repêchage du côté de Tampa Bay, mais sinon, honnêtement, pas grand-chose à dire pour l'équipe. Une question suit maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de Tampa Bay? Mais c'est quoi l'avenir surtout pour Tampa Bay? En saison régulière, tout va super bien. Dès qu'on arrive en série, on se fait écraser. Est-ce que c'est à cause des Panthers ou c'est parce qu'il manque quelque chose? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une malchance. À chaque fois qu'on arrive en séries éliminatoires, on affronte qui est, selon moi, la meilleure équipe de la Ligue, les Panthers. Donc, c'est sûr qu'à chaque saison, si on affronte les Panthers, c'est un peu difficile de les battre, surtout avec leur puissance offensive, leur excellente défensive et Bobrovsky dans les buts qui est presque imbattable en série. J'ai l'impression que le Lightning est encore une équipe très dominante. On a Kucherov, Getzel, Edman, Vasilevski. J'ai juste l'impression que c'est la malchance qui tombe sur les Bolts de Tampa Bay. Mais je pense vraiment qu'ils ont encore une très très grosse équipe. Il faut souligner aussi qu'ils ont prolongé le contrat de Yannick Gourde pour 6 ans. Donc c'est excellent pour lui qui faisait son retour l'an dernier avec le Lightning dans une transaction avec le Kraken. Donc je pense vraiment que c'est une équipe qui est quand même bien bâtie encore. Beaucoup de joueurs très dominants. Je pense juste que c'est la malchance des dernières saisons face aux Panthers qui font en sorte qu'ils ont eu des mauvais résultats. Mais selon moi, c'est encore une équipe très dominante dans la Ligue. Tampa Bay, c'est une équipe très très bonne.
Vraiment, c'est parce que les Panthers, personne ne peut arrêter les Panthers. C'est vraiment la meilleure équipe de la Ligue nationale. Donc, d'après moi, comme Étienne dit, là, c'est vraiment la malchance qu'ils ont de se pogner contre les Panthers en séries éliminatoires parce qu'en saison régulière, ils ont une fiche incroyable. Donc, vraiment, c'est les séries éliminatoires contre les Panthers qui les tuent parce que s'ils ne prendraient pas les Panthers, d'après moi, ils passeront toujours des prochains tours. Allons-y maintenant avec les Maple Leafs de Toronto et commençons vraiment avec la transaction, disons la grosse transaction maintenant. Mitchell Marner qui est échangé vers les Golden Knights de Vegas en plus de signer un contrat de 12 millions par année pendant 8 années. Et c'est Nicolas Roy qui prend le chemin des Leafs, un bon joueur de centre qui peut vraiment aider une équipe des Leafs qui est vraiment affamée de victoires, notamment en série éliminatoire. Commençons par vous demander, c'est quoi l'avenir de Mitchell Marner avec les Golden Knights? Est-ce que vraiment il va pouvoir débloquer comme plusieurs joueurs anciens des Leafs qui ont finalement débloqué après avoir été échangés? Je pense d'ailleurs notamment à Phil Kessel, Nazem Kadri ou encore récemment Zach Hyman. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour Mitch Marner. Je pense que son temps à Toronto était terminé. Je pense que la pression aussi, toujours des fans et du système, je dirais, de Toronto, je pense que c'était un peu trop pour lui. Il a connu quand même une excellente saison cette année, mais je pense vraiment qu'il était temps pour lui de prendre un nouveau départ. Je pense avec les Golden Knights, c'est une bonne équipe pour lui. Les Golden Knights qui, on le sait, à chaque saison, mettent le paquet pour essayer de remporter la Coupe. Bon, c'est difficile depuis, justement, leur victoire de la Coupe Stanley, mais je pense qu'il va bien s'intégrer au groupe. Jack Eichel, Thomas Hertel, vraiment Noah Hanifin aussi. C'est une équipe qui est vraiment très dominante, les Golden Knights, à chaque saison. Puis je pense vraiment qu'avec l'acquisition de Marner, ça va être encore mieux pour les saisons à venir, lui qui est signé maintenant à long terme. Du côté de Nicolas Roy, fallait échanger quelqu'un du côté des Golden Knights pour faire la place. On échange Roy à Toronto. Toronto qui obtient un joueur, comme tu as dit, de centre qui peut quand même être très efficace, des avantages numériques, 5 contre 5. Donc, je pense que malgré d'avoir perdu un joueur étoile en Marner, c'est sûr que Roy n'est pas le joueur comme Marner, mais je pense qu'ils obtiennent un joueur quand même assez intéressant pour leur équipe. Moi, je trouve ça super bien pour Marner. Je trouve que c'est un très bon joueur, donc il va vraiment bien fitter avec les Golden Knights. Avec Toronto, disons, je ne vais pas dire qu'il n'allait rien gagner, mais ça allait un peu vers ça. Il a travaillé fort avec l'équipe. Il y avait beaucoup de pression. Les fans mettaient beaucoup de pression sur lui. Donc, d'après moi, il va vraiment être heureux avec les Golden Knights. C'est une équipe aussi un peu plus meilleure. Puis, ce qui est pour Nicolas Roy, on verra ce que ça donne avec lui. Il va aider l'équipe. Donc, on verra avec lui ce que ça donne. Pour ce qui est des signatures, beaucoup de signatures à mentionner. Premièrement, John Tavares qui reste officiellement avec les Maple Leafs de Toronto pour 4 années consécutives avec une valeur de 17,55 millions à son contrat pour les 4 prochaines années. Un franc-tireur, un marqueur né. Il est vraiment un bon leader, particulièrement John Tavares. Matthew Neige, lui, qui était agent libre avec restriction, reste avec l'équipe pour 6 années, 7,75 millions par année. Un contrat vraiment mérité pour un joueur qui, en série, vraiment aide son équipe à marquer. On a aussi gardé Steven Lawrence pour 3 autres années, 1,35 millions par année. Michael Pezzetta, ancien du Canadien, lui qui a vécu quand même des moments pas tant faciles, peu de matchs joués, peu de présence sur la glace pour vraiment ce qui est la pure définition d'un joueur de soutien ou d'un simple bagarreur. Il a été signé 2 ans avec les Leafs, 812,500 000 par année pour les 2 prochaines années. C'est un contrat malheureusement qui est mérité par lui. C'est un contrat qui rime avec Pezzetta. On est aussi allé chercher Travis Boyd 1 an, 775 000 pour la prochaine saison. Donc des belles signatures pour les Leafs, mais je sens qu'ils ont été moins agressifs nécessairement sur la défense, vu qu'on a déjà notamment Brendan Carlo, on a encore Morgan Rielly. Qu'est-ce qui va manquer aux Leafs peut-être pour accéder à plus qu'une simple deuxième ronde en série?
C'est assez difficile à dire parce que moi, je crois vraiment qu'ils ont une bonne équipe, mais j'ai l'impression qu'à chaque saison, il y a un moment donné où on s'écrase du côté de Toronto. On avait la chance de battre vraiment, selon moi, les Panthers cette saison. Puis on n'a pas été capable de réussir le coup en séries éliminatoires. Ça a même été difficile à certains moments contre Ottawa en première ronde. Donc je pense vraiment que ça va être beaucoup de discipline que Toronto vont devoir avoir s'ils veulent réussir enfin à percer en séries éliminatoires. Parce que je pense vraiment qu'ils ont une très bonne équipe. C'est sûr que la perte de Marner va faire très mal. Il va falloir qu'il y ait des joueurs qui se lèvent de plus maintenant que Marner est parti. Nylander entre autres. Mais ça reste à voir encore. Il faut juste souligner aussi que niveau échange, Toronto ont acquis Matthias Maccelli du Mammoth de Utah en retour d'un 3e choix au repêchage en 2027. Maccelli qui peut aider un peu. C'est un très jeune joueur lui aussi. Mais comme je disais, ça reste encore avoir beaucoup de sang-froid en séries éliminatoires, beaucoup de persistance, je dirais, ce qui manque encore aux Leafs, qui ont globalement une excellente équipe, mais ça reste encore très difficile. Je dirais aussi au niveau des gardiens de but, ça reste encore à voir. Wall et Stollards, ça a été compliqué en série, on l'a vu. Donc vraiment, il va falloir se rallier un peu sur notre défensive, qui est très dominante, je dirais, pour pouvoir vraiment avancer plus loin encore qu'on l'a fait la saison dernière. Moi, je trouve que les Leafs ont une très bonne équipe. Austin Matthews, Matthew Nice, John Tavares, etc. Oui, Marner, ça va faire un peu plus mal. Mais je trouve que l'équipe est complète en tant que telle. Je comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à passer plus haut qu'au 2e round. Oui, c'est les Panthers, c'est l'équipe la plus forte de la Ligue nationale. Mais je veux dire, même avec Ottawa, comme Étienne a dit, c'était difficile. Ils ont eu un peu de misère. Moi, je pense que c'est un peu le problème des gardiens de but. Stolarz et Woll sont pas si pires, mais tu vois, Stolarz il s'est blessé en séries éliminatoires, donc c'est Woll qui a pris sa place. Puis Stolarz il est un peu plus meilleur que Woll, il a un peu plus d'expérience aussi, donc c'est ça que ça a fait, c'était vraiment difficile. Et la défense a pas assez appuyé Woll, donc d'après moi, côté attaque, c'est parfait. Défensif, un peu plus à travailler, puis gardien aussi, c'est un peu plus à travailler. Il faut vraiment que la défense appuie le gardien de but. Je pense vraiment que c'est juste ça qui manque à l'équipe. Allons-y maintenant avec le Mammoth de Utah. Et vraiment, on commençait vraiment la saison morte en beauté en amenant J.J. Peterka dans leur alignement. Et Étienne t'a mentionné aussi l'échange de Matthias Maccelli vers Toronto. Eux, le Mammoth, ont eu un choix de 3e ronde conditionnel en 2027. Mais c'est surtout les signatures qui sont vraiment intéressantes à mentionner. Ils ont été quand même assez actifs, notamment aujourd'hui. Ils sont allés chercher Kyler Yamamoto 1 an à 775 000 pour l'année. Scott Perinovich, lui, le même contrat exactement pour lui. Ils sont allés chercher le vétéran Brendan Tanev pour 3 saisons à 2,5 millions. Un excellent atout, un très bon vétéran. Nate Schmidt aussi, champion de la Coupe Stanley avec les Panthers, va signer lui aussi un contrat de 3 ans, lui qui a vraiment été, et défensivement, mais surtout offensivement. Je trouve le jeu offensif de Nate Schmidt a vraiment été mis en valeur en série, notamment contre les Oilers. Mais pour lui, c'est 3 ans, 3,5 millions par année, un excellent contrat pour un défenseur vraiment que je trouve qu'on parle pas assez. Et on est aussi allé chercher Vitek Vanecek à 1,5 million pour 1 an. Je trouve que le Mammoth vraiment a été vraiment bon aujourd'hui, notamment avec les signatures de joueurs. Et on a aussi un bon noyau offensif. Non seulement l'année passée, on était allé chercher des gars comme Sergachev, mais on a aussi des gars comme Clayton Keller, qui est leur capitaine, qui mène le show vraiment en termes de points, et aussi Logan Cooley, et aussi Dylan Gunter, pour en nommer quelques-uns. Qu'est-ce que vous pensez maintenant que le Mammoth, c'est quoi la prochaine étape pour eux? Ben moi, je pense qu'avec les acquisitions qu'on a fait, en plus de J.J. Peterka, je pense que vraiment, on s'en va dans une excellente direction pour Utah. Brendan Tanev, excellente acquisition pour moi. Mais vraiment, je pense que la meilleure, c'est Nate Schmidt
avec son beau contrat de 3 ans, 3,5 millions. C'est un excellent contrat. Il a démontré cette saison avec les Panthers qu'il était un défenseur encore capable d'être très efficace dans la Ligue nationale. Je pense vraiment que toutes les acquisitions faites par le Mammouth, ça a été très bien fait. Puis on voit qu'ils sont agressifs et qu'ils veulent vraiment avancer dans leur développement et vraiment essayer de faire les séries et d'avancer vraiment en progression à chaque saison. Moi, je trouve que l'équipe va dans la bonne direction, comme Étienne a dit. Je trouve que ça serait peut-être une troisième équipe qui va faire un peu plus peur aussi cette saison. Brendan Tanev, un très bon joueur, âgé de 33 ans, donc un peu plus d'expérience. Nate Schmidt aussi, un très bon défenseur, un gagnant de la Coupe Stanley aussi. Donc vraiment, le Mammouth, je trouve qu'ils font peur. Je trouve qu'ils vont dans la bonne direction. Des très bons choix aujourd'hui comme signature. Donc vraiment une autre équipe que j'aurais peur. Allons-y maintenant avec, personnellement, l'équipe qui m'a le plus surpris aujourd'hui, les Canucks de Vancouver. Donc évidemment, un excellent échange le 25 juin en amenant Evander Kane avec l'équipe. Et eux ont simplement échangé aux Oilers un choix de 4e tour pour le repêchage qui a eu lieu en 2025. Vraiment un échange que je trouve qui a été vraiment bien. Evander Kane qui est dans sa dernière année de contrat à 5,125 millions par année. 33 ans, peut encore bien jouer, évidemment, a été blessé, donc ça l'a ralenti un peu. Je trouve qu'avec les Oilers, on l'a vraiment vu dans ses belles couleurs. Et en série, notamment, aussi, à plusieurs moments. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir amener avec les Canucks. Mais c'est vraiment dans les signatures, 3 signatures vraiment clés. On a gardé Connor Garland dans l'équipe. Je trouve que c'est un contrat qui fait énormément de sens. Connor Garland, qui pour moi, qui était un des très très bons joueurs de l'équipe. Beaucoup de vitesse, a une bonne robustesse, peut jouer vraiment des minutes vraiment importantes. 6 ans pour 6 millions, peut-être un peu surpayé, mais je trouve que Garland est un très bon joueur de hockey, notamment avec Vancouver, c'est bien démontré. Thatcher Demko reste avec l'équipe pour 3 ans supplémentaires à 8,5 millions par année, en espérant vraiment que les blessures de Demko vraiment sont bien gérées. S'ils l'ont signé, d'après moi, c'est parce que les blessures se sont quand même rétablies. Et vraiment, la signature qui m'a vraiment surpris, Brock Boeser reste avec les Canucks de Vancouver pour 7 ans, avec un contrat de 7,25 millions par année. Parlons de ces 3 contrats-là. Parlons de l'équipe, en fait. Qu'est-ce que vous pensez que les Canucks tentent de faire? On a eu une saison très difficile. On a eu peut-être les querelles de JT Miller et d'Elias Pettersson qui est venu vraiment encombrer dans la saison. Qu'est-ce qu'on a à faire pour les Canucks pour se rendre en série comme il y a 2 saisons où ils étaient numéro 1? Moi, je pense que la première étape, c'était d'apporter un joueur un peu plus robuste, gros, physique. C'est ce qu'on a fait en amenant Evander Kane. Donc, je pense que vraiment, cette transaction-là a été bien faite de la part des Canucks de Vancouver. Pour ce qui est des signatures, Brock Boeser, moi, je suis très content qu'il demeure avec Vancouver. Je pense que c'est un joueur qui a Vancouver de tatouer sur le cœur. Un très bon marqueur. 7,25 millions. C'est peut-être un peu cher payé pour Boeser, mais je pense que avec ce qu'il nous a montré en tant que buteur, surtout en séries éliminatoires, quand les Canucks s'étaient rendus jusque face aux Oilers, même s'ils ont perdu, je pense qu'il a démontré que c'était un excellent marqueur, peu importe le moment de la saison où les Canucks sont. Du côté de Connor Garland, c'est quand même un contrat long pour un joueur à 29 ans, qui est un joueur un peu plus de soutien. Oui, comme Jay a dit, il y a beaucoup de vitesse, mais je pense que 6 ans, c'est un peu trop. 6 millions, peut-être un peu trop aussi, selon moi, mais je pense que c'est un joueur qui mérite de rester avec les Canucks, malgré qu'on a entendu quelques histoires qui voulaient partir à certains moments des Canucks. Mais écoute, finalement, il est resté et il restera encore pour 6 ans. Donc, pour moi, je pense que c'est bien quand même du côté de Boeser et de Garland. Ce qui en est de Thatcher Demko maintenant. Ça a été très compliqué depuis 2 saisons, beaucoup de blessures. Le contrat comme tel de 3 ans, je peux comprendre, puisqu'on a signé Lankinen une prolongation aussi pendant la saison. Donc on a 2 gardiens là qui, normalement, devraient faire le travail.
Le truc pour moi qui m'agace un peu, c'est le 8,5 millions par saison. Je trouve que c'est très cher payé pour Demko qui, depuis 2 ans, comme je l'ai dit, est blessé. On n'est pas certain s'il ne va pas encore se reblesser dans les années qui vont suivre. Donc, je trouve que c'est quand même assez cher payé pour un gardien qui est blessé souvent. Mais s'il réussit à rester en santé, ça peut devenir un contrat très intéressant parce que un Thatcher Demko en santé, selon moi, c'est un des 8-10 meilleurs gardiens de la Ligue nationale, toute équipe confondue. D'après moi, Evander Kane, c'est une très belle transaction. Un gros monsieur. Il a été bon avec les Oilers. Donc, d'après moi, il serait très bon avec Vancouver aussi. Il va aider à englober l'équipe un peu. Oui, c'était un peu difficile les 2 dernières saisons de Vancouver. Mais d'après moi, cette saison, ça va être la saison qui est pas si pire. Brock Besser qui a signé, très contente pour lui. Vraiment, un joueur des Canucks. Thatcher Demko, oui, c'est un peu plus difficile, mais d'après moi, c'était plus à cause de ses blessures. D'après moi, s'il se reblesse pas cette saison, il devrait pas être si pire, parce que d'après moi, c'est un gardien pas pire. Moi, je l'aime bien, Thatcher Demko. Je trouve qu'il goal pas si pire. Donc, d'après moi, les Canucks, ils auront beaucoup moins de difficultés. Evander Kane va vraiment aider l'équipe. Donc, d'après moi, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'était très bien. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont jouer cette saison. Allons-y maintenant avec les Golden Knights de Vegas. À part la transaction de Mitch Marner, dont on a parlé tantôt, qui a amené Marner, oui, à Vegas, et Nicolas Roy à Toronto. Il y a aussi eu la transaction qui a amené Jérémy Lauzon et Colton Sissons à Vegas. Et Nicolas Hake, un choix conditionnel de 3e ronde en 2027 à Nashville. Et pour les signatures, il y a évidemment Riley Smith qui a pris un contrat de 2 millions de dollars pour 1 année et Brandon Saad, le même contrat. Vraiment, ce qu'il faut parler, c'est évidemment le retrait d'Alex Pietrangelo des activités sur la glace. On a su qu'il a dû dealer avec plusieurs blessures, plusieurs problèmes physiques durant les dernières saisons. On sait qu'Alex Pietrangelo a un style défensif très agressif. Il se met devant le puck pour bloquer les tirs. Il joue très physique. C'est un joueur avec un gros gabarit. Évidemment, il y a un trou qui va se faire en défense avec ce qu'on peut dire la retraite d'Alex Pietrangelo. Qu'est-ce que vous pensez que ça va amener avec les Golden Knights, cette perte de ce joueur clé-là? Ben, moi, je pense vraiment que ça va être à Noah Hanifin de prendre la place maintenant de Alex Pietrangelo. Je pense que, et c'est malheureux parce que c'est un joueur vraiment qui était excellent, autant défensivement qu'offensivement, très dominant. Puis c'est malheureux qu'il doit se retirer sur blessure. Il n'a pas confirmé encore que c'était la retraite, mais avec l'opération qu'il est censé subir, et il y a peu de chances que ça fonctionne. C'est ce que j'ai vu, tout du moins. C'est comme s'il avait pris sa retraite un peu. Donc je pense vraiment que c'est à Noah Hanifin de prendre les rênes à la ligne bleue de cette défensive des Golden Knights. Et qui sait, peut-être qu'il y a un joueur, un défenseur qui va finir par s'amener avec les Golden Knights pour remplacer un peu Pietrangelo. Je pense tout de suite à Rasmus Andersson. Peut-être, on ne sait jamais. On sait que les Golden Knights sont très bons pour faire des transactions monstres qui surprennent tout le monde. Je pense entre autres à la transaction l'an dernier, ou il y a 2 ans, pardon, de Thomas Hertel. Donc, ça reste à voir, mais ça va être difficile. Il va falloir vraiment qu'Hanifin joue de l'excellent hockey s'il veut arriver à la cheville, comme on le dit, que Pietrangelo était. Sinon, je pense qu'avec Marner, comme je l'ai dit tantôt, ça va être excellent. Globalement, je pense que les Golden Knights sont encore une excellente équipe pour se présenter en série. C'est encore une équipe prétendante à la Coupe Stanley. Je dis pas qu'ils vont réussir à se rendre jusque-là, mais je pense qu'ils sont encore une équipe assez très dominante pour être une contender, encore une fois, cette saison. D'après moi, les Golden Knights, c'est une très très bonne équipe. Maintenant, avec l'acquisition de Mitch Marner qu'on a parlé dernièrement, je trouve que c'est une très très bonne équipe. Oui, avec la perte de Pietrangelo, je trouve ça vraiment triste pour lui, qui subit beaucoup d'opérations en plus. Donc, ça va être un gros vide à la défense. Mais, d'après moi, ils ont l'équipe pour quand même bien faire ça. Oui, c'est une grosse perte. Mais comme Étienne a dit, ils vont sûrement faire de quoi pour le remplacer.
Mais les Golden Knights, ça reste les Golden Knights. Ils n'ont pas fait grand-chose aujourd'hui, mais je veux dire, parce que l'équipe est déjà stacked. L'équipe est déjà quand même boostée. Donc, d'après moi, j'ai pas peur pour eux cette saison non plus. Peut-être pas la Coupe Stanley, mais on verra. Allons-y avec l'équipe que je considère qui a gagné le titre du roi du silence aujourd'hui et pendant l'ouverture des marchés des joueurs. C'est les Capitals de Washington qui ont été les meneurs dans l'Est cette saison, qui ont amené beaucoup de bons joueurs l'été passé, notamment des cas comme Jacob Chychrun et j'en passe. Honnêtement, c'est tout ce qu'il y a à dire. On devrait parler de l'année passée plutôt, parce que en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui a été amené à part la signature de Martin Fehervary pendant 7 ans pour 6 millions. Évidemment, on sait que c'est la dernière saison de Alex Ovechkin dans l'uniforme des Capitals de Washington. Donc ça va être vraiment non seulement un vide au sein de l'équipe, mais ça va être ce genre de joueur qui va mettre un vide dans la Ligue nationale, puis dans le cœur des fans aussi. Donc, comment voyez-vous la dernière saison officiellement d'Alex Ovechkin avec la Ligue nationale, si on veut dire comme ça? Moi, je pense que ça va être comme toutes les autres saisons. Je pense que ça va être encore, et il l'a démontré la saison dernière, une saison où il est encore très dominant au niveau des buts, comme il a réussi à faire la saison dernière, en battant le record encore une fois. Va se rendre à 900 buts, ça c'est sûr et certain. Puis malheureusement, comme tu as dit, ça va faire un grand vide dans la Ligue, dans les Capitals. Mais il va falloir s'en remettre, comme tous les grands joueurs qui quittent à un moment donné, il va falloir se remettre sur un autre joueur par la suite et avancer, tout comme les Capitals vont devoir faire quand Ovechkin va quitter. Finissons ce 50e épisode avec les Jets de Winnipeg. Mais allons-y tout de suite avec les signatures, car il n'y a pas eu d'échange pour les Jets depuis le début de la saison morte. Et vraiment très heureux de dire que Jonathan Toews fera partie de la saison 2025-2026. Un joueur de centre absolument phénoménal. Il a été vraiment il a marqué la culture des Blackhawks de Chicago pendant extrêmement longtemps, avec la dynastie, avec Patrick Kane, Duncan Keith, Patrick Sharp, et j'en passe. Tellement de très bons joueurs qui ont joué. Et il va jouer chez lui, à Winnipeg. Vraiment heureux. 37 ans, 1 an, 2 millions. On s'attend de quoi de Jonathan Toews? Je pense vraiment qu'on s'attend à un joueur qui va avoir un rôle beaucoup plus défensif qu'il y avait avant avec les Blackhawks. C'est sûr qu'à 37 ans, il n'y aura pas toute l'offensive qu'il y avait auparavant, mais je pense que ça peut être une bonne acquisition au niveau de, premièrement, la profondeur, puis au niveau aussi de l'expérience pour les Jets de Winnipeg qui, on le voit depuis 2 ans, c'est très difficile en séries éliminatoires. Alors que Jonathan Toews, lui, a connu beaucoup de succès avec les Blackhawks, a gagné 3 Coupes Stanley, donc vraiment, je pense que ça peut vraiment aider énormément une équipe qui a beaucoup de talent, malgré la perte de Nick Ehlers sur le marché des joueurs autonomes. Ils ont encore d'excellents joueurs très dominants et Connor Hellebuyck dans les buts. Malheureusement, Hellebuyck en série, c'est très compliqué. C'est vraiment là où il va falloir travailler, surtout avec les défenseurs et Hellebuyck pour les séries éliminatoires. Mais Jonathan Toews, très heureux comme toi qu'il soit de retour. À 37 ans, c'est sûr qu'on ne doit pas s'attendre à grand-chose. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il marque 40 buts cette saison, mais je pense qu'il peut vraiment aider une équipe des Jets, qui sont quand même une équipe extrêmement dominante, à vraiment performer en séries éliminatoires. Moi, je trouve que l'arrivée de Jonathan Toews, c'est quelque chose de gros. Enfin, il est revenu. Oui, à 37 ans, mais moi, je trouve que au début, ça va prendre un peu plus de temps, je pense, pour qu'il se réhabitue un peu. Il y a une nouvelle équipe en plus, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc, d'après moi, ça va prendre un peu quelques matchs pour qu'il se remette à 100%, mais d'après moi, c'est un très très bon joueur. D'après moi, il va être correct avec l'équipe, surtout avec les Jets. Les Jets, c'est une équipe très forte, c'est pas n'importe qui. Ils font toujours les séries éliminatoires, ils gagnent pas la coupe en particulier, mais ils font toujours les séries. Donc d'après moi, il va être très heureux à revenir à la maison en plus. Donc d'après moi, les Jets ont toujours été une très bonne équipe. Ils ont un bon gardien de but, ils ont une bonne défensive, des bons joueurs en attaque. Donc d'après moi, j'aurais pas peur. Puis moi, je trouve que Toews va vraiment aider l'équipe à aller peut-être même vers la Coupe Stanley.
Et pour les signatures aussi à mentionner, Tanner Pearson qui a signé 1 an avec les Jets pour 1 million. Cole Koepke aussi 1 an, le même contrat 1 million. Et aussi Philippe DiGiuseppe, lui qui va prendre le chemin de Winnipeg 1 an pour 775 000 $ pour la saison qui va suivre. Et c'est ce qui conclut ce 50e épisode. Sur ce, bonne soirée. Merci à tous de nous suivre depuis 50 épisodes maintenant. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti. Et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. Merci et bonne soirée.